Bonjour à tous, le colloque du développement durable au développement viable, approche interdisciplinaire et enjeux de biodiversité. Ça, c'était pour les sponsors. On les a bien eus, hein. En fait, le titre de la conférence, c'est inutile d'être triste pour être sérieux et les enjeux de la biodiversité. C'est important. Alors, on est là pour célébrer la sortie d'un livre que Jacques n'a pas vu et ne verra pas avant ce soir. Et on a fait un programme que Jacques n'a pas vu et que tu ne verras pas jusqu'à la fin de ce colloque. Mais je te promets, tu auras une copie. L'idée, c'est d'essayer en quelques heures de retracer 40 ans d'évolution de la pensée scientifique, donc du développement durable au développement viable. Et je pense que ça, c'est en quelques heures, 40 ans, c'est, comment on dit, c'est un quoi? Un défi? Oui, un défi, oui. Non? Autre chose, non? C'est possible, merci. Ah, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Donc oui, c'est possible. Oui, bonjour, laissez-moi vous dire que je suis extrêmement heureux d'être là et extrêmement content de revoir plein de têtes que je n'ai pas vues depuis beaucoup de temps. Donc ça, c'est un plaisir énorme. Et ça, c'est grâce à Jacques, c'est très très bien. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu du développement de l'économie des pêches, en particulier en France, mais je ne vais pas vous faire un historique vraiment de l'économie des pêches, je n'ai pas du tout l'intention de faire ça. Je n'ai pas préparé vraiment, tout à l'heure dans l'avion, j'ai pris quelques notes, alors que j'écris mal et en plus ça livrait, j'espère que je pourrai me relire. À l'époque, qu'est-ce qui existait en France? Il n'existait pas grand-chose, simplement les acquis qui venaient avec Jacques Weber, puisque lui, il avait un petit peu anticipé, et qu'après avoir fait un passage au Cameroun sur l'agriculture, c'est ça, ouais, eh bien, il était parti à Dakar, et là, il avait commencé à développer l'économie des pêches, et à former des gens sur place, et il a laissé plein de petits là-bas. Alors, là... Hein? Il a grandi, oui. Donc un rôle extrêmement important au niveau international. Donc voilà, je vais, si vous voulez bien, arrêter là. Et puis, comment? Ça commence à compter, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Si je peux faire un seul commentaire, c'est qu'on n'a pas la même perception de ce que nous avons retiré de Grenoble. Lui, on a retiré les enseignements, moi j'en ai retiré surtout les agacements. Mais aussi, ceux qui me connaissent, et tout le monde ici me connaît, savent que l'agacement est le principal moteur de ma créativité, donc c'était très bien. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de pêcheurs parmi vous. Hein? Hein? Non? Et devant moi, l'éternel, la chimère, au hasard. Oh là là, ça tombe bien parce que je ne savais pas ce que j'allais dire. Elle met dans la pêche, j'avais aucune idée de ce que j'allais dire. Alors, Myriam, avec ton humour au piment habituel, tu dis surprise et incertitude, voilà. La surprise, c'est que je suis là, je suis très content d'être là. C'est un bonheur pur, total. Je suis très content. Et puis l'incertitude, c'est que je ne sais pas ce que je vais dire. Et Jacques me dit, même si c'était en terre de feu, alors je t'ai dit ça pendant la soutenance, mais tu m'as corrigé. Alors qu'est-ce que tu as dit exactement? Je reçois une lettre me disant, est-ce que tu accepterais d'être rapporteur de ma thèse et de venir à la soutenance? Et donc je lui dis, mais s'il s'agit de te faire danser, j'irai jusqu'à la nage, jusqu'à la terre de feu. Voilà ce qu'il a dit. Hein. Et il m'a fait danser là. Il m'a fait danser là, c'était une autre affaire. Et dans la salle, il n'y a que deux personnes qui l'intéressaient, quoi. Il y avait ma femme et puis mon père.
Alors. Permettez-moi juste de vous situer le contexte. Je ne sais pas si beaucoup de monde ici a assisté à une soutenance de thèse au Québec, à part Jean-Pierre Vévray, et puis bien sûr Marie-Claude. C'est très soft, c'est gentil, soutenance de thèse. Alors là, on discute entre nous avant la soutenance, et on se dit, quand même, Chimère, quand il a une idée, il ne lâche pas. Et on se dit, bah, c'est la dernière occasion que l'on a de lui faire baisser pavillon, au moins une fois dans sa vie. Et on me dit, bah écoute, c'est toi l'étranger, l'autre d'honneur, donc c'est à toi de t'en charger. Bien, ça c'est le genre de sport. Ouais, c'est ça. Je commence la soutenance, et on me donne la parole en premier. Donc je commence à faire danser notre ami. Et la salle de thèse est très québécoise aussi, c'est-à-dire un rond comme ça, une ronde, sur laquelle se trouve le jury, l'impétrant et les membres de sa famille. Et puis derrière, de très nombreuses rangées, se tient le public. Et là, il était tellement populaire à Laval qu'il y avait du monde partout, assis partout. Je commence à le bousculer. En matière d'économie, pour le réveiller, pour le bousculer, je le traite d'amateur. Je ne sais pas ce qu'il ne sait pas faire. Et là, derrière, ça commence à réagir méchant. Contre ce Français de France qui n'est venu que pour empêcher leur idole d'avoir sa thèse. Je tiens bon, je garde un œil sur son père et sur sa femme, en me disant si jamais je sens de l'angoisse dans leur regard, j'arrêterai immédiatement, bien sûr. Je n'ai pas là pour bousculer les parents, seulement pour bousculer celui-là. Donc je connaissais la résilience. Donc, et brutalement, je vois dans le regard de son père s'allumer la lueur, non pas d'angoisse, mais de l'amateur de lutte sénégalaise. La fierté du combat que menait son fils. Il dit, bon, nos limites. J'y suis allé jusqu'à ce qu'il finisse par baisser pavillon. La foule désespérée derrière, hurlant presque. Nous sortons, nous le délibérons, nous le revenons pour le couvrir d'honneur. Et bien sûr, Chimère et moi, on tombe dans les bras l'un de l'autre en se marrant. Et là, la foule, complètement stupéfaite, ne comprend plus rien. Voilà, c'est précis comme ça. Il le fallait bien, hein. Sauf l'affaire de baisser pavillon, hein. J'ai jamais baissé pavillon, hein. Merci Chimère, vous avez dit qu'on ferait un beau voyage. Hein. On a pas mal bougé là avec Chimère. Je me demandais là, notre Québécois national, il n'a pas quelque chose à dire? Tu te sens pas visé? On a parlé du Québec, du Canada, je me demandais si tu voulais pas... Non, tu veux pas dire quelques mots? Viens là. Viens là, c'est enregistré. Tout est Vous êtes enregistré. filmé, Jean-Pierre, tu ne pourras pas échapper, il faut venir ici. Lève-toi. Et marche. Tout est enregistré. Tout est filmé, enregistré. Dans le lève-toi et marche, parce que tout ça est fait avec lui, par lui et en lui. Pour lui. Attention. Je pense qu'il y a des tangentes qui sont glissantes là. Hein. Non, peut-être simplement témoigner que c'est vrai que des moments forts laissent des traces, sans qu'on ait voulu les... Hein, sans avoir prévu un ripple effect, comme on dit là. Et quand on dit qu'on parle encore de cette thèse à Laval, mais c'est vrai, je peux en témoigner, et de temps en temps, soit par les personnes qui sont autour de qui sont dans le jury d'une thèse ou d'une autre, hein, eh bien, il arrive qu'on relance l'idée qu'on est là, parce que c'est la dernière occasion, et pour ma part je l'ai fait, donc j'assume une partie de ça, mais ça se refait, on assume l'idée que c'est la dernière fois que le rapport entre le prof et l'étudiant est celui qui existe avec une certaine hiérarchie. Et ça, on sait que c'est encore plus de sens en France, ça, parce que la hiérarchie entre le prof, ceux qui savent et ceux qui sont en train d'apprendre, elle est quand même plus figée. Ce qui expliquera peut-être aussi qu'au Québec, la dynamique n'était pas la même. Parce qu'il y a une complicité qui existe, qui est tout à fait différente. Hein. Mais ce qui fait que quand on dit c'est la dernière fois, monsieur ou madame,
après aujourd'hui, nous serons pairs, enfin, pas hier, on se comprend, P-A-I-R-S, et donc on en profite une dernière fois. Et ça, effectivement, ça témoigne de la différence entre les deux cultures au sens large, entre la France et le Québec. Donc il y a des explications à tout, si je peux dire. Mais c'est quand même effectivement un plaisir de type d'une joute oratoire que cette approche permet d'avoir, et ça fait partie de l'entraînement aussi, je pense, qui est très, 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 très important. Alors, j'allais dire, moi non plus, je ne sais pas ce que j'allais dire, parce que je ne savais pas que j'allais parler, alors c'est encore pire que Chimère, qui lui savait qu'il allait parler. Mais j'aurais tout simplement dire aussi que je suis tellement heureux d'être là, ça c'est la première chose, je pense que ça nous rejoint un peu tous, on a ce feeling aujourd'hui, et j'ai un peu l'impression de continuer ce voyage. Dans mon cas, ma rencontre avec Jacques, je pense que ça fait partie aussi des choses qui font qu'on est là. La rencontre a eu lieu au colloque de Boulogne, un des premiers colloques sur l'économie des pêches en France. Enfin, pas sur l'économie des pêches, sur les pêches, avec une petite section économique. Et là, on est en 82 peut-être. Et moi qui travaillais sur une thèse sur la compréhension des phénomènes de surpêche dans l'Atlantique du Nord, ouest dans ce cas-là, les enjeux de modèles qui reflétaient mal la réalité, mais surtout les enjeux de prescription qui n'étaient pas suivis en termes de gestion de quotas et tout ça, je me cherchais des interlocuteurs pour en parler, et ces interlocuteurs, il n'y en avait pas beaucoup. On avait affaire, à part Parcival Copes dans les économistes canadiens, les autres étaient des économistes des pêches assez straight au sens de ce qu'on évoque. Et il y avait une rumeur qui courait, c'est qu'il y avait un économiste des pêches au Sénégal qui allait rentrer en France. Alors ça, ne me demandez pas, mais elle était là, cette toile de fond, on l'entendait. Il allait rentrer en France pour monter le labo à l'Ifremer. Et il est facile à repérer, il a des grandes moustaches. C'est les deux éléments que j'avais. Et imaginez-vous qu'en repartant de la conférence, à l'hôtel, je me trouve, mais totalement par hasard, à m'asseoir à côté d'un grand moustachu. Je dis, il aura peut-être quand même les caractéristiques de ce qu'on a défini. Et donc, j'ai osé lui demander. Et je dirais que ce soir-là a commencé un autre de ces voyages, parfois turbulents, mais extrêmement fascinants, puisque je pense qu'on a discuté jusqu'à 3 heures du matin sur ces enjeux-là, sur comment changer le monde. On était vraiment, ça a été extraordinaire. Mais ça a été quelque chose, une belle expérience où finalement on se rend compte que quand les idées convergent à un moment donné, qu'on est mûr pour quelque chose, le petit effort, le petit supplément qu'on y met, fait que les choses vont au bout. Et ça, c'était quelque chose de formidable. Je t'en remercierai jamais assez. Merci. Bon, je remercie notre hôtesse. J'avais aucun stress, j'étais très à l'aise. Tu m'as encore facilité la tâche. Voilà, ben, je suis content, très très content d'être là. C'est intimidé. Voilà, donc moi je suis François Bousquet. J'ai rencontré Jacques un petit peu avant la création de l'unité de recherche Green du CIRAD, qui a aujourd'hui 20 ans. Nous étions avec Martine, Alain, il y a pas mal de monde de l'unité de recherche qui est ici. Voilà, et j'ai rencontré aussi pas mal de gens qui sont ici. Je voulais faire remarquer, faire une petite liaison à l'exposé de Chimère précédemment, entre parenthèses. La première fois que j'ai rencontré Chimère, c'était en Indonésie, dans un truc improbable, un atelier de modélisation du monde. On devait modéliser le monde. Et ça n'a pas marché. Non, on a essayé dans un hôtel 3 étoiles de Sumatra. Bref, et en plus j'étais responsable de la vintage là-dedans. Et quand je suis rentré, j'ai dit, j'ai rencontré un deuxième Jacques Weber, Chimère. C'est incroyable comment je vois Jacques quand tu parles à Chimère. Voilà. Et on a des points communs que j'ai découverts aussi là, parce que quand j'ai été recruté au CIRAD, Jacques m'a recruté. Alors les petites phrases de Jacques, on n'a peut-être pas les mêmes caractères, parce que je pense que Jacques a une finesse psychologique importante, il voit les différences. Je me demandais pourquoi il me recrutait, quoi.
quitté, après avoir fait ma thèse avec aussi pas mal de personnes qui sont là, sous la direction de Christian Mulon, Alain Pavé, qui sont tous les deux là-bas, Claude Millier, etc. Il m'a dit, si toi tu sais pas, nous on sait. Il l'a sorti à d'autres, je suppose. Mais en fait, ça fait 20 ans que je me vis avec ça, donc c'était pas mal. Et quand il m'a recruté, il a fait aussi quelque chose que tu as dit. Il a dit, je te recrute. Enfin, va voir le directeur administratif et parle avec lui, demande-lui un bon salaire et il va te recruter. Bon, c'était pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais c'était voilà comment Jacques conçoit des fois la relation avec l'administration. J'ai appris ce jour-là. Mais en fait, j'ai été recruté. Enfin, ça s'est passé finalement. Donc, il avait raison, ça s'est passé comme ça. Donc, on a fait ce groupe, la modélisation d'accompagnement, qu'on a appelé Commode. Alors, à nos moments, comme tout groupe, on a nos moments de fantaisie un petit peu. On s'était dit, on va créer un logo. Et moi, j'avais participé avec une proposition de logo, je crois qu'elle a été reprise ensuite, sur Commode. Donc, c'est O-M-M-O-D. Mais ça n'a... Tu l'as pas, tu connaissais pas. Mais ça n'a pas été retenu, Jacques. Bon voilà, pour conclure, je vais convoquer une référence de Jacques Weber, Pierre Dac. Donc voilà. Donc, je ne sais plus quand c'est, ça devait être en 2007-2008, on s'est dit, tiens, on va organiser des disputations au CIRAD. On va organiser des combats de boxe. Et alors, la première qu'on a organisée, Jacques a dit, je prends. Et alors, c'était sur la rémunération des services environnementaux et c'était du coup, la question elle s'est vite transmise en est-ce qu'il faut vraiment payer les paysans pour qu'ils s'occupent de la nature? Donc, Jacques a dit, je l'organise et je connais 2 super débatteurs, ça va être génial. Donc, ils sont tous les 2 dans la salle, c'est Chimère, c'est Alain Carsanti. Et ça a été absolument génial, c'est un des grands moments de la vie du CIRAD. La seule difficulté a été que, en fait, ils étaient tellement proches l'un de l'autre intellectuellement que c'était un faux combat qu'il a fallu organiser. Donc il y avait tout un temps de préparation pour qu'ils déguisent les arguments, pour faire presque semblant de ne pas être d'accord l'un avec l'autre, et d'avoir un vrai débat intellectuel là-dessus. Et voilà, et donc du coup, c'est là que je voulais en arriver, c'est que, bon ben, merci Jacques pour nous avoir aiguillonnés, pour nous faire vivre collectivement, pour nous stimuler intellectuellement et pour prendre cette figure du combat, non pas pour gagner, parce que ça, au début, je ne l'ai pas compris. À la cafette du B15, je suis ressorti tout penaud en me disant, mince, c'est quoi cette histoire? Non, mais pour qu'on en sorte tous grandis. Merci. Quand j'arrive au CIRAD, la chance énorme que j'ai, c'est qu'on me laisse carte blanche. Complètement carte blanche pour la première fois de ma vie. Et je salue Michel pour ça. Et également Henri Carsalade à l'époque. Et où il est encore là, notre président directeur général actuel du CIRAD. Non, il revient après-midi. Donc je me dis, pour la première fois, je vais pouvoir régler son compte à l'idée selon laquelle il n'y a qu'une seule approche possible en économie, l'approche néoclassique. C'était ça ma course à moi. Or, quels sont les présupposés de l'économie néoclassique? Il y a des individus parfaitement omniscients et parfaitement calculateurs, qui sont des individus et jamais des groupes, puisque le groupe ce n'est que la somme des individus, et qu'ensemble, de toute façon, ils calculent de façon optimale. L'optimum collectif étant la somme des optima individuels. N'importe quel connard peut comprendre que c'est pas vrai. Mais c'est comme ça fonctionne dans les modèles. Ensuite, le dogme, c'est l'optimalité. Et tout de suite, on se pose des questions, si on réfléchit sur le long terme. Quel rapport entre un optima de court terme et un optimum de long terme? Est-ce qu'un optimum de long terme, c'est une somme d'optima de court terme? Certainement pas. À mon avis, intuitivement, je me dis que tout optimum de très long terme est nécessairement suboptimal à tout instant. Mais je ne suis pas vraiment matheux, donc je rencontre des grands matheux. Et ce grand matheux, il me dit, il y a des mondes mathématiques sans optimum, où l'optimum est là de façon fortuite. Je dis, nom de Dieu, ça existe.
et au plus haut niveau des mathématiques. Donc il ne nous faut pas 20 minutes pour nous comprendre à fond sur ce sujet-là. Enfin, lui me comprenant mieux que moi ne le comprenant. Ce ne sera pas une surprise pour tout le monde. Et si vous ne voulez pas être néoclassique dans notre monde, il vous faut contourner le problème de l'optimum. Il vous faut trouver des langages de formalisation qui ne soient pas nécessairement de l'économétrie, puisque l'économétrie, elle est linéaire. C'est des mathématiques linéaires, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de surprise là-dedans. Vous retrouvez dans le meilleur des cas en sortie ce que vous aviez mis en entrée. Donc aucune surprise dans l'économie néoclassique. Aucune. C'est-à-dire s'il y avait une surprise, ce serait une catastrophe. Donc le recours à des simulations multi-agents, c'était deux choses. C'était une possibilité de faire des simulations qui pouvaient nous ouvrir des voies inattendues, de créer des surprises dans les interactions. L'approche mathématique complémentaire ou prééminente par la viabilité, c'était la possibilité d'avoir des mondes extrêmement rigoureux, mais dans lesquels la variabilité, l'instabilité et le changement n'étaient plus des exceptions, mais la règle, tout simplement. Et donc ça, c'était le monde tel que moi je le percevais. Voilà pourquoi les multi-agents et les approches viabilité me semblaient complémentaires. Mais pourquoi la viabilité agrime? On monte une équipe qui d'emblée se retrouve avec, dès le départ, 9 disciplines différentes. Comment on fait en travailler ensemble 9 disciplines sans faire du copier-coller de disciplinaire? Il nous faut un outil de communication. Or, pour faire court, les multi-agents, c'est un langage simple, presque immédiat. Ça ne demande pas un coût d'apprentissage élevé, alors que la théorie de la viabilité, ça a un coût d'apprentissage un peu plus élevé. Et puis, lorsqu'on crée des objets, par exemple un poisson ou un pêcheur virtuel multi-agent, eh bien ce pêcheur virtuel, il renvoie à plusieurs bases de connaissances disciplinaires, celle de l'économie, celle de la biologie des pêches, celle du climatologue, celle de l'hydrologue. Et si jamais ces bases de connaissances ne sont pas cohérentes entre elles, eh bien le petit pêcheur, il est complètement schizo sur l'écran. Donc le modélisateur peut rappeler les spécialistes et leur dire, écoutez, vous pouvez discuter un peu entre vous là pour que jusqu'à ce que le petit pêcheur ne soit plus complètement incohérent. Et voilà en quoi c'est un outil de dialogue extrêmement performant dans des équipes hautement interdisciplinaires. Voilà ce qui explique les choix méthodologiques. Jacques, tu peux pas nous laisser comme ça. Ah non. Ah, on connaît bien Jacques, on connaît bien les anards aussi, et donc ça ne peut pas s'arrêter là. On est d'accord avec ce que tu viens de dire, mais il faut que tu nous dises ton avis sur le pont qu'on fait entre faire ces démarches-là pour travailler ensemble et la question qu'a posée François tout à l'heure de est-ce que ces démarches-là, ces outils-là font du sens en société? Comment est-ce que cette expertise-là devient un processus socialement enchâssé, pour rappeler les mots de Chimère? Et là-dessus, on veut ton avis. Et on le veut franc. Je partage avec certaines idées avec Chimère et d'autres avec Alain Pavé. Et je l'ai un peu fait partager à mes copains sur la base d'expérience. Il y a deux choses. Le savoir est chez les gens avec qui on travaille, mais comme le disait un vieux paysan en présence de Myriam à Dakar, il disait, c'était un vieux Nigérian, il disait, tout le monde me dit que je sais beaucoup de choses, et je lui dis, à part pas, je sais beaucoup de choses, mais je ne sais pas ce que je sais. Et j'attends des scientifiques qui me disent ce que je sais. Donc finalement, ce que demandait ce vieux paysan aux scientifiques, c'était de l'accoucher de son savoir. Bien. Mais comment faire? Il vous faut des processus de médiation qui permettent aux gens d'exprimer leur savoir ou de le mettre en œuvre. Alors ça, j'ai eu la chance d'y être confronté de plein pied à Madagascar. Très peu de temps pour régler des problèmes extrêmement graves.
Alors le schéma classique aurait été de dire, ben, il nous faut une thèse sur ceci, une thèse sur cela, une thèse sur cela, et on se retrouvait dans le schéma halieutique classique. Ah bah oui, mais revenez dans 5 ans, parce qu'on vient de commencer le modèle, et dans 5 ans, on aura un début de réponse à des questions qui sont plus les mêmes d'ailleurs. Et comment vous faites à ce moment-là? Vous créez une enceinte dans laquelle vous permettez à la complexité sociale de s'exprimer par elle-même. Et vous-même, vous n'êtes là qu'en situation de médiation observante. Et c'est ce qu'on a appelé que quelqu'un comme, comment il s'appelle, ton copain à l'agro, Sylvie Olagnon appelé démarche patrimoniale. Et moi, patrimoine, j'aime pas ça, parce que, pas je sais pas que j'aime pas ça, mais j'ai jamais compris ce que ça veut dire patrimoine. Héritage, je comprends mieux que patrimoine, le mot anglais. Et que moi, j'ai préféré appeler médiation par récurrence. L'idée est simple. Quand vous avez des personnes en conflit autour d'une table et que vous dites qu'il faut vous mettre d'accord, eh bien, ils vont en général faire de la surenchère dans la légitimation du bien fondé de leur action passée. Vous enquistez donc les conflits. Et vous n'avez pas de compromis, ou si vous avez un compromis, c'est un équilibre très instable qui n'ira pas loin. Exemple, le bouton. Par contre, si vous demandez aux gens, bon, qu'est-ce qui se passe ici si les choses continuent comme maintenant? En général, vous obtenez un agrément sur un commun désagrément. Ce qui est déjà une forme d'agrément. Sachant que tout le monde est d'accord sur un point, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous leur dites, bon, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez vivre et continuer à vous engueuler dans 30 ans? Pourquoi 30 ans? Ben, c'est simplement parce que c'est des enfants. Et que des gens violemment opposés dans leur génération sont assez facilement d'accord sur le monde qu'ils préfèrent laisser leurs enfants. Et une fois que vous avez quelques objectifs à 30 ans, vous leur dites, bon, vous êtes d'accord que ça ne va pas continuer comme maintenant? Vous êtes d'accord sur ce qu'il faudrait dans 30 ans? Très bien les copains, comment on y va? Et à ce moment-là, vous devenez réaliste. Pour les objectifs à très long terme, il n'y a pas besoin de réalisme. Il suffit que les gens soient convaincus. Mais sur les scénarios, il faut que ce soit rigoureux. Et là, le scientifique intervient. Non pas pour dire des scénarios, mais pour dire des coûts et bénéfices associés à chaque scénario qui ressort de leur discussion. Vous leur dites, voilà, ça va coûter ça, ça va rapporter ça. Êtes-vous d'accord? Si oui, on y va. Sinon, ben, refaites un autre scénario. Et de fil en aiguille, vous aboutissez à des scénarios où vous vous dites, j'ai pas compris la moitié du schmilblick, mais ça vient d'eux. Et là, vous pouvez commencer à avancer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Denis, mais tu sais bien qu'en France, ce genre de démarche serait totalement inacceptable. Tu sais très bien que dans notre monde en petite boîte, c'est impensable. J'ai un souvenir douloureux, parce qu'on a parlé des pêches ce matin, c'est 1994. Qu'est-ce que c'est 1994? C'est des graves conflits dans les pêches, avec l'administration, dont l'un des side effects, des effets collatéraux a été l'incendie du Parlement de Bretagne. Or, janvier 1994, le président du comité des pêches de Bretagne m'appelle angoissé. Il me dit, gars, est-ce que tu pourrais nous aider? Il serait bien que tu sois médiateur entre nous et l'administration, parce que ces gens-là, ils ne comprennent rien, et je ne tiens plus mes troupes. Et j'ai peur. Je dis, tu sais, je viens de quitter l'Ifremer, ça, je veux bien m'en charger, leur demander s'ils sont d'accord, parce que je ne voudrais pas qu'ils se vexent. Mais l'essentiel n'est pas là. Pour être médiateur, il faut que les deux parties soient d'accord. Donc obtenez l'accord de l'administration, et si vous l'avez, je marche. Il me rappelle le lendemain, il me dit, l'administration refuse. Et tu peux me dire pourquoi? Ben, ils m'ont simplement dit qu'un médiateur, ça devait nécessairement être un ingénieur de greffe. Et quelques temps plus tard, il y a eu l'incendie du Parlement de Bretagne, et je me disais, je pense que j'étais en mesure d'éviter ça. Ça paraît présomptueux, mais je pense que j'étais en mesure d'éviter ça. Denis se souvient que je ne tiens pas beaucoup de chercheurs auxquels les organisations de producteurs demandaient d'animer leurs propres assemblées générales. Ils n'auraient jamais demandé ça à un adulte. Hein. Jamais. Voilà un souvenir en forme de réponse à Denis. Bon, je relis cette phrase, je vais essayer d'être pas trop long pour être court. Donc, alors, bon, je me souviens de plein d'histoires avec Jacques. Alors, si je commence à raconter, là, je serai très long. Donc, je vais juste citer 2-3 anecdotes qui ont un peu valeur d'exemple. Et puis, il y a une première chose que je voulais dire en introduction. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé voir un vieux copain curé. Alors, un mécréant comme moi, vous imaginez, je suis allé voir un vieux copain curé qui m'a rappelé quand même
que le sens des mots est très très important et que pour faire passer des messages, il faut réellement réfléchir à ce qu'on met derrière les mots. Il m'a cité quelque chose de très simple, il m'a dit, tu sais, le passage de l'expression cotisation sociale à l'expression charge sociale, c'est plein de sens. Et alors, j'allais chez les économistes. Heureusement que j'avais le point de vue de Jacques qui me permettait de prendre du recul et de regarder les choses avec un certain humour. Parce que j'arrivais chez les économistes, alors on m'avait expliqué avant, tu sais, il y a des querelles d'école, etc. J'ai dit, oui, enfin, moi je raconte ma salade recherche sur l'environnement, dont les économistes majoritaires dans la commission se foutaient royalement. Vraiment. Par contre, j'étais très bien accueilli. C'est tout juste si j'avais pas le thé avec les petits fours. Donc les gens étaient très charmants, mais au bout d'un certain temps, c'est quand même très lassant quand vous faites une fois, deux fois ce genre de cinéma et que les gens vous regardent de façon très amusée, avec un désintérêt assez bien affiché. Et heureusement que j'avais Jacques, j'avais tout ce que Jacques m'avait raconté, etc., qui me permettait d'avoir un certain recul et plutôt d'en rigoler, plutôt que m'en offenser. Et donc c'est quand même très important d'avoir des gens comme Jacques qui vous donnent ce recul, qui vous donne un autre point de vue, qui m'a fait voir l'économie, je n'étais pas du tout économiste, je suis d'ailleurs sûrement, je n'ai jamais été économiste, de voir cette discipline qui de l'extérieur nous paraît un peu bizarre, dont je critique aujourd'hui l'utilisation qui me paraît souvent fallacieuse des modèles, qui vont beaucoup trop loin dans l'utilisation des modèles. Je ne dis pas qu'il faut, au contraire, il faut qu'ils fassent des modèles, mais ils vont beaucoup trop loin dans l'utilisation des modèles, et je pense que ce qui s'est passé avec Jacques, ce qui s'est passé avec Green, avec François, etc. On a une histoire commune, on est allé sur le terrain, en Afrique ensemble, etc. Donc ce qui s'est passé à Green, là je reconnais des choses. Là je suis en agrément complet avec ce qui se passe. C'est ce que j'appellerais un bon usage des modèles. Il y a de mauvais usages de modèles, et aujourd'hui ces mauvais usages, je l'annonce régulièrement, font des morts. Oui. Ils font des morts. Hein, c'est pas anodin. Hein, tout ça, c'est pas anodin. Ça crée des crises sociales énormes, et ils font des morts. Donc, je ne parle pas des gens d'INSU, hein, ils sont très, très bien avec leur modèle climatique, mais dans certains domaines, c'est extrêmement grave. Et j'essaye aujourd'hui de mener un débat, enfin d'initier un débat national sur cette question, et si jamais ce débat, qui pourra peut-être un jour devenir international, si jamais ce débat vient à l'ordre du jour, Jacques sera largement responsable de ça. S'il y a des gens à condamner, Jacques sera condamné, moi aussi. Donc on sera tous les deux en prison ensemble et on continuera à discuter tranquillement dans une cellule quelque part, enfin une prison virtuelle. Donc écoutez, voilà, ça c'est. Alors j'aurais plein de choses à raconter à propos de Jacques, les missions en Afrique, les nombreuses discussions qu'on a pu avoir ensemble, les controverses que nous avons eues. Nous avons toujours des controverses, d'où l'utilisation. Dans la science actuelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, le mot controverse est quasiment banni. Hein? Dès que vous êtes en désaccord avec, je prends un exemple récent qui m'a concerné, le président du CNRS, il se fâche terriblement, alors que c'est tout simplement un débat. Et nous avons ce genre de débat, et nous devons avoir ce genre de débat, nous devons remettre en premier plan cette controverse. Et je crois que Jacques, on a toujours ces controverses, et c'est quand même sacrément sympa. En tout cas, merci mille fois. Je crois que le programme environnement du CNRS, et surtout le modèle et théorie, ça a été mon université, réellement. Vous aviez là des matheux, des informaticiens, des philosophes, deux économistes, dont moi, censé être économiste, et des scènes de ménage incroyables. Je n'ai pas dit de ménage, hein, de ménage. Et je me souviendrai toujours de la première séance qui était présidée par Nival, professeur Nival, de Paris 6, et qui commence, on vient juste de s'asseoir autour de la table. Donc il propose un tour de table, on se présente, et qu'on en profite chacun d'entre nous pour dire le mot qu'on n'aime pas. Original. Il y a les deux mots qu'on n'aime pas. Et à ma grande stupeur, tous ces gens de disciplines si différentes, les uns après les autres, disent optimum et équilibre. Merde, je ne suis pas tombé là par hasard. Voilà.
Ensuite, lorsqu'il s'est agi de construire le projet Green, j'avais un comité scientifique sous la main, absolument invraisemblable par son niveau et la diversité des disciplines qu'il pouvait y avoir là-dedans. Et donc à chaque fois qu'on avançait, parce que je menais un groupe de travail interne au CIRAD, de réflexion sur ce que devait être Green, Michel, tu t'en souviens, et chaque fois qu'il y avait une étape nouvelle, je revenais vers mes méthodes, modèles et théories pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Je restais fidèle à ma méthode ancienne, hein. Je prenais les tirs des uns pour les amener aux autres et je ramenais la réponse des autres au premier. Et c'est grâce à ça que Green a été construit. À côté de ça, un autre souvenir, un des piliers du programme environnement, un sociologue, Marcel Jolivet. Donc un jour, à l'INRA, je présente ce projet Green, et Marcel Jolivet, sociologue, dit « Ah, c'est complètement fou. Et nulle part tu n'aurais une chance qu'un tel projet marche, mais alors au CIRAD, c'est carrément suicidaire. » Bon, 20 ans après, je regrette que Marcel n'ait pas pu venir ici, il verrait que Green vit toujours et pas mal. Et au CIRAD. Je ne savais pas du tout l'intention de parler, mais je voudrais dire juste deux petites choses. La première, c'est qu'on a parlé de l'attraction que Jacques exerçait sur les jeunes. Je peux vous dire que sur l'âge canonique, ça marche aussi. J'ai rencontré Jacques il y a une quinzaine d'années, je n'étais pas spécialement une jeune étudiante, et j'étais tout à fait séduite, comme tout le monde, par l'humour, par le côté interdisciplinaire, par le fait qu'on peut immédiatement se sentir de plein pied avec Jacques sur n'importe quel sujet. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que plusieurs d'entre vous ont parlé, et Jacques lui-même, de son goût, de la lutte, de la disputatio, plusieurs d'entre vous se sont dit qu'ils avaient été bousculés, etc. Mais moi, je peux témoigner que Jacques ne tape et ne bouscule que les forts. Et il y en a beaucoup ici, vous êtes très forts. Moi, quand j'ai connu Jacques, je ne l'étais pas, parce que j'étais une politologue internationaliste qui avait l'idée complètement folle, presque à la fin de sa carrière, de se lancer dans une étude sur la protection internationale des forêts tropicales. Et comme une gourde, moi j'étais partie de choses très anciennes, j'avais envie de faire une monographie sur une matière première et de faire un état du monde à partir des bois tropicaux. Et comme une sotte, j'ai découvert très vite que sous les bois tropicaux il y avait la forêt, et dans la forêt il y avait des gens, et qu'autour de tout ça il y avait l'environnement. Donc quand j'ai connu Jacques, j'étais là-dedans. Je nageais complètement. Jacques m'a accueilli avec son bon sourire en me disant « on va vous aider à défricher ». Et par la suite, j'ai monté un certain nombre de choses à Sciences Po. Un colloque avec Jean-Pierre Réveret, qui ne participant pas au colloque m'a complètement aidé à l'organiser sur le développement durable. Et Jacques, dans toutes les choses que j'ai pu faire, a toujours donné. Et je n'ai pas de controverse avec Jacques parce que je n'ai pas le niveau qui permettrait d'en avoir. Mais en revanche, j'ai reçu, mais de façon totalement gratuite. Donc c'est les deux choses que je voulais dire. Jacques, il n'est pas un ouvreur de porte, parce que pour ouvrir des portes, mais on prend la poignée puis on l'ouvre. C'est beaucoup plus difficile de voir entre des murs sans porte la pertinence d'en avoir une, de faire un trou, et de faire en sorte que ce trou ne soit pas qu'un trou dans le mur, mais une porte qu'après on aura la légitimité de franchir. Hein. Et alors là, bon, il faudra trouver la clé, il faudra, etc. Mais, donc je dirais plutôt que tu as fait des portes, tu as creusé des portes dans des endroits où on ne voyait pas nécessairement qu'il y en avait une. Et à partir de cette porte-là, ben, on va pouvoir la brancher sur une passerelle qui va aller ailleurs, etc. Mais tout ça, si on rejoint vos deux trajets, hein, de Dansereau et le tien, ben, je pense que c'est de voir le potentiel des interactions, mais dans la contrainte fondamentale qu'on a, que les murs de nos facultés sont, enfin facultés et départements, il y a deux niveaux de cloisonnement avant d'arriver à pouvoir se parler. Et malgré tous les efforts qu'on a pu voir en France, au Québec et ailleurs, ben, moi je me rappelle, vu de loin, mais l'époque de Pire Environnement, dont le nom était si tristement porteur
Mon Dieu, je me suis toujours demandé comment on avait pu vivre avec un sigle aussi contre-intuitif, contre-productif. On donnait à Jacques Weber les éléments pour leur définir, comme il l'a fait avec le CIRAD, la SNCF et un grand nombre d'autres institutions dont il a été une autre de ses caractéristiques, détourneur de sigles, je pense. Mon ami peintre japonais Hiroshi Yasukawa, un jour me disait, tu sais, français et japonais, c'est pas toujours facile de se comprendre. Et parce que vous voulez toujours quantifier. Nous, on n'a pas de souci de la quantification. Il me dit, soit une rose. Un Français passe devant la rose et se dit, elle est belle. Et il va rester devant la rose jusqu'à ce qu'il ait compris ce qui, dans la rose, lui fait trouver belle. La mécanique de la beauté de la rose. Quand il a compris la beauté de la rose, il passe son chemin. Un Japonais arrive, il voit que la rose est belle, il salue la beauté de la rose, il s'assied devant elle et essaye de s'emplir de la beauté de la rose. Quand il se sent empli de la beauté de la rose, il se lève, il la salue et passe son chemin. Il me dit, voilà, pas facile de parler entre les deux. Et ça rejoint ton propos d'aujourd'hui. Ensuite, en ce qui concerne l'espace et le temps. Chez les Peuls, l'unité de mesure, il y a des unités de mesure du temps qui se traduisent dans le langage. Pour dire au revoir, on dit hayesto à devant, parce que ce sont des transhumants. Donc on se retrouvera devant. Pour se dire un peu, on se verra dans très longtemps, on dit Seyen déféré, à la prochaine pluie, parce que ce sont des transhumants qui ne se reverront qu'à la saison des pluies. Voilà. Donc les dénominations d'espace et de temps peuvent être très diverses. En même temps, là, la pluie, c'est un espace. Chez les pygmées, c'est encore autre chose. Chez les pygmées, c'est l'arbre qui est l'indicateur. Donc, un pygmée expliquant où il doit aller à un autre pygmée. Alors voilà, tu prends par là, jusqu'à ce que tu tombes sur un fromager. Un gros, hein, comme ça. Et là, tu prends à la main gauche et tu fonds jusqu'à ce que tu vois un iroko. Alors, l'iroko, il est comme ça et comme ça. Et puis là, tu prends à droite jusqu'à ce que tu rencontres ceci ou cela. Tu verras, tu reconnaîtras parce qu'il y a des marques d'éléphants qui se sont grattés la corne dessus. Ils ont gratté la défense dessus. Donc les dénominations de l'espace et du temps peuvent être extrêmement variées selon les cultures et sont surtout non pas des marqueurs du temps ni de l'espace, mais des marqueurs culturels très profonds. Voilà. Et parmi ces personnes, il y avait Jacques. Donc on s'est vu, je ne sais plus. Toi, tu t'en souviens. Il ferait bien ces dessins, sans doute, etc. Et puis après, voilà. Bon, après, on s'est retrouvé effectivement en 2002, on est rentré en 92, on est rentré au CIRAD effectivement au même moment, dans Unité Green, mais bon, en fait, alors on n'a pas publié beaucoup de choses ensemble. L'une des seules choses qu'on ait faites ensemble, c'est une édition spéciale, oui, de la revue, un numéro spécial de la revue Tiers-Monde sur les marchés de droit. Marché de droit, et donc on avait toute une série d'auteurs qui ont travaillé sur les quotas transférables, etc. Et puis on devait faire ensemble, on devait co-signer ensemble l'introduction générale, assez copieuse. Bon, on avait à peu près un mois et demi de retard pour faire l'introduction, l'éditrice nous envoyait etc., nous harcelait. Et puis donc moi j'étais à Montpellier, lui à Paris, on s'y est mis, etc. Et puis blocage, on s'est aperçu qu'on était fondamentalement en désaccord sur le sens, effectivement, des marchés de droit. En gros, pour résumer, Jacques considérait et considère sans doute toujours que les marchés de droit, etc., c'est la suite des enclosures qui ont commencé donc au XVIIIe siècle, relate Marx, etc. Au XVIe siècle, pardon. Et pour moi, ma position, qui n'a pas fondamentalement changé, c'est que finalement, au contraire, c'est un moyen de gérer la contrainte collective et d'introduire de la socialisation dans ce qui était la liberté du pollueur. C'est une manière pour le pollueur d'être obligé effectivement d'avoir des transactions sociales avant de pouvoir polluer autant. Donc pour lui, plus au fond, plus de privé, pour moi, moins de privé. Alors, tout ça pour vous introduire, disons, ce texte. Donc vous avez compris. Alors comment est-ce qu'on a fait d'ailleurs? On a fait quelque chose d'assez original. C'est qu'on a fait notre introduction générale, mais on a fait un long encadré sur 2 pages, où on a dit voilà, on a eu une controverse pendant l'écriture commune, et on a décidé de vous en faire part. Voilà ce que lui pense, voilà ce que je pense, etc. C'était bon, voilà. Donc c'est assez original. Je suis professeur à Paris-Dauphine en comptabilité.
Alors, je voudrais vous dire que, du point de vue historique, 19e siècle notamment, la conservation du capital financier ne s'est faite absolument pas par les moyens de marché. Elle s'est faite par des lois. Comment le capitalisme conserve son capital financier? C'est très simple. Il existe un concept amortissement. Vous devez passer un amortissement. Expliquer pourquoi le capitalisme a accepté cette règle, bon, ce serait trop long. Mais le fait est que la conservation du capital financier se fait par une règle. Si vous ne passez pas l'amortissement, vous pouvez aller en tôle dans la plupart des pays. Alors la question que je me pose, moi, mais pourquoi diantre ne fait-on pas exactement la même démarche pour ce qui concerne le capital humain et le capital naturel? La réponse est évidente, c'est qu'ils veulent continuer à détruire ces capitaux et on passe notre temps à discuter sur des questions qui sont totalement secondaires, les problèmes de quotas, etc. L'instrument numéro 1, qui est la loi et l'obligation de passer en amortissement, je viens de publier un bouquin qui milite pour le triple amortissement. Non seulement l'amortissement du capital financier, mais les gens qui sont honnêtes diront qu'il y a une logique, il faut absolument amortir également, systématiquement, les deux autres capitaux. Une fois qu'on aura fait cela, on aura redéfini le concept de profit dans un sens qui éliminera la crématistique d'Aristote, et on aura un monde qui sera logique. Mais évidemment, il ne faut pas rêver. Hein. Cet instrument-là, qui est extrêmement puissant, dont est l'amortissement, dont s'est servi le capitalisme pour arriver à ses fins, il aura du mal, évidemment, à l'étendre à d'autres capitaux. Juste pour vous raconter aussi un petit peu au niveau des anecdotes, ou faire du lien avec comment moi je suis arrivé dans le système. Je suis arrivé donc en 97 à Montpellier, et je suis arrivé via Philippe Curie, que j'ai rencontré dans son Fiat de Murviel et Montpellier il n'y a pas très longtemps, et qui m'a dit combien il était déçu de ne pas pouvoir être ici cet après-midi. Donc moi je suis arrivé aussi par la pêche, par les poissons. Et j'ai pas non plus très bien compris pourquoi j'arrivais dans cette équipe-là et pourquoi on ouvrait les portes aussi grandes dès le départ en semblant penser que j'étais vraiment l'homme de la situation pour rejoindre l'équipe. Je me suis pas posé beaucoup de questions existentielles, j'ai dit ça a l'air sympa, allons-y. Bon, je pense quand même que la plaisanterie, ce qui caractérise un petit peu la trajectoire de l'histoire qui nous réunit ici, c'est voilà, la confiance qui existe entre les différentes personnes qui ont eu la chance de travailler ensemble. Et pour vous donner une petite anecdote, moi je suis arrivé en 97 à Montpellier. En 98, Jacques a commencé à s'éloigner un peu de Montpellier, donc j'ai pas eu la chance, ou alors peut-être que c'était une chance, moi je sais pas, de l'avoir à côté de moi dans le couloir, dans le bureau tous les jours. Mais de temps en temps, il revenait sur Montpellier. Et quand ça tombait pendant des périodes où moi je vais commencer à voyager un peu, à faire des missions à l'étranger, il est venu passer quelques jours logé à la maison. Et donc il passait quelques week-ends quand l'émission était un peu longue à la maison, et donc je sais qu'il a passé quelques dimanches après-midi d'hiver à regarder les différents épisodes de la Guerre des Étoiles avec ma compagne, Betty. Et donc on parlait de confiance, voilà, c'est ça. Bon, il faut dire que Jacques l'appelle sa petite sœur, hein, donc en l'occurrence, il y a des liens un petit peu familiaux de type un peu famille africaine. Donc je voulais juste remettre de sa part une petite enveloppe. Mon épouse, elle est au Wando du sud du Cameroun, c'est ma petite sœur. Voilà, on va dire ça comme ça. Jacques m'a dit un jour, quand on a 25 ans, tu dis quelque chose de génial, c'est par définition une ânerie. Quand tu as dépassé 55 ans, que tu dis une ânerie délibérée, c'est peut-être quelque chose de trop intelligent pour être facilement compréhensible. Alors je vais laisser la parole à Flora Pellegrin. Ah, ma transition elle est ratée. Parce que j'allais dire, deviner l'âge des intervenants, ben ça peut marcher pour toi. C'est impeccable. Non, je suis obligé malheureusement de vous quitter. Je ne pouvais pas partir sans un petit mot. J'ai eu le privilège de connaître Jacques
quand il était gamin. Vraiment gamin. Et il ne s'en souvient pas, parce que ça doit remonter à trop loin. En fait, non, je l'ai vu au Cameroun, et je l'ai vu sur ces lieux, des lieux qui lui sont chers, ceux où il a passé son enfance. Et si je vous dis que je l'ai vu en tant que gamin, c'est parce que si vous l'aviez vu comme il était heureux d'être dans son territoire, c'est d'ailleurs aussi une des caractéristiques de Jacques. En 10 minutes, il est arrivé dans son ancien village. Personne, effectivement, enfin une grande partie des gens ne le connaissaient pas, mais en 10 minutes, je peux vous dire qu'il faisait partie de la maison. Hein, ça aussi, c'est une caractéristique de Jacques. Et puis, du coup, on a visité le domaine de Jacques, qui est un grand domaine. Et c'est ainsi que j'ai pu voir que son père avait commencé à amener des espèces invasives en Afrique. Et du coup, il faut lui dire que j'en garde un bon souvenir, puisque j'ai pris des morceaux de ces espèces invasives. Voilà. Et je les regarde tous les jours. Elles sont sur mon bureau, comme ça je pense à Jacques tous les jours, vous voyez. Et je ne pouvais pas faire autrement, parce que quand on passe 7 à 8 ans ensemble, dans les conditions où on les a passées, je crois qu'on a gardé l'un et l'autre un souvenir de l'IFB, qui est quelque chose dont on va vous parler tout à l'heure. Et c'est vrai que pour moi, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie de chercheur, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler souvent. En tous les cas, aujourd'hui, je peux vous dire que j'étais ravi d'entendre tout ce qui a été dit. C'était formidable cette journée, et j'en garderai un souvenir intéressant. Bon, au revoir. C'était une habitude de l'IFB. Alors, on nous a demandé de préparer quelque chose d'un petit peu plus ludique, on va dire. En fait, il y avait beaucoup de choses déjà très ludiques, et donc voilà, on fera quelques messages de la relève ou pour la relève. On s'est demandé, on s'est dit que ça marchait dans les deux sens. Une fois qu'on a entendu à force d'entendre les messages, à force de radoter un petit peu, ça finit par rentrer. Et donc, toute ressemblance avec les idées qui auront été évoquées aujourd'hui sont purement fortuites. Donc juste pour dire, voilà, on est la relève, mais quelquefois on nous appelle aussi la garde rapprochée de Jacques, avec Laura. Moi c'est mémoristique en fait. Et là tout de suite, on va plutôt être le poil à gratter pour la petite présentation qui arrive. Donc c'est spécial pour Jacques. Et bon Jacques, si par hasard ça vous titille de vous voir parler pendant la présentation, intervenir, tout ça, on propose de lever la main. Peut-être que ça va un peu vous attendre. Bon bref, en tout cas, si vous n'avez encore rien compris de la pensée de Jacques, malgré toute cette journée, c'est votre dernière chance. Alors, bon, on va pas trop mettre l'accent sur le côté économiste, anthropologue, bon, c'est assez rebattu. Bon, voilà, mais j'ai voulu quand même faire un petit clin d'œil pour ceux qui connaîtraient cet ouvrage. En fait, je voulais parler plutôt d'une autre facette de Jacques, qui est un petit peu son côté visionnaire, futuriste, en fait son appréhension du monde futur et sa préoccupation constante de mettre les systèmes sur une trajectoire viable à très long terme. Et donc je reprends quelques bonnes citations. Les prévisions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Mais pas pour les économistes, rétorque des proches. Je vous laisse lire.
C'est très bon. Très bon. Alors, bon, on sait tous que Jacques est très en phase avec son époque, même peut-être en avance, et il est assez fan de toutes les nouveautés technologiques, et surtout celles qui ont une pomme dessus, vous savez. C'est la biodiversité, et puis toutes sortes de petits gadgets rigolos. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Et donc, est-ce que pour sauver la biodiversité, c'est ça la solution? Jacques, c'est aussi un amateur de science-fiction. Et si demandez-lui quelques références, il en a quelques-unes de bonnes. Là, j'ai choisi un peu quelques exemples. Alors, il y a Jules Verne. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai pas eu le temps de rechercher le petit extrait, mais il a été assez visionnaire, justement. Il décrit un effondrement d'un écosystème. C'était d'un écosystème marin, exactement. Il faudrait que je le retrouve, j'ai pas eu le temps. C'est dans le livre 2. C'est dans le livre 2 des milieux sous les mers. Le Nautilus se trouve dans l'embouchure de l'un des deux fleuves guyanais, je ne sais plus lequel, et son hélice se prend dans des sargasses. Et le scientifique, je ne sais plus comment il s'appelle, part dans un des livres où il explique que les sargasses sont si abondantes parce qu'on a trop massacré de l'homme matin et que du coup, du monde, et que du coup, c'est pas assez pâturé. Et puis il continue en disant que si on continue comme ça en tuant des animaux de fin de chaîne, eh bien on finirait par des mondes où il n'y aurait plus que des espèces à vie courte, c'est-à-dire essentiellement des poulpes et des méduses, et on y est dans ce monde. Voilà, 1848. 1984, quand c'est Jean Dada aussi, il s'est quand même évertué à décortiquer le système économique de 1984, justement dans cette idée de destruction ordonnée des richesses. Et alors le guide du voyageur galactique, alors là, bon, c'est un petit clin d'œil personnel, mais vous savez, dans le rapport sur les valeurs de la biodiversité de la FRB, en fait, dès la première page, une bifurcation vous est proposée, une petite citation de ce livre, qui vous propose soit de lire le rapport, soit vous lisez ça. Ça c'est plus drôle. Hein. Ça, c'est... Ne lisez pas ça. Parce que c'est claquage de sous-ventrière garanti. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on demande à un ordinateur de calculer la réponse au grand mystère de la vie, de l'univers et du reste. Et l'ordinateur calcule pendant plusieurs millions d'années. Et à la fin, il dit la réponse est 42. Et donc, la question des valeurs de la biodiversité est réglée depuis un moment. Alors Jacques, il est aussi passionné par l'intelligence artificielle. Vous savez, par ces petits automates cellulaires, là, on en a vu toute la journée. Et donc, il y a des gens, même ils s'en cachent parmi vous, qui en tirent des conclusions sur les propriétés émergentes des systèmes, sur l'auto-organisation du vivant, sur des formes d'intelligence collective. Bon, tout ça, c'est un peu petit. Le grand adage qu'on tire de ça, c'est que tout dépend des conditions initiales du système, on l'a vu. Et cet adage, il est un cousin pas si lointain du théorème de Boris Vian sur l'endroit où ce qu'elle tombe. Et donc, comme Jacques dit, il y a l'intelligence artificielle, il peut bien y avoir la connerie naturelle. Bref, rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. On s'en rend pas compte des fois quand on dit des trucs intelligents. Alors, on l'a vu ça aussi, l'avenir est dans le web, nous dit Weber. Le grand changement des temps modernes, l'ère des réseaux. Donc il faut passer de ça. Quoi? C'est bon, tout le monde a vu? À ça. Donc les réseaux. On en a parlé déjà. Hein. Je sais pas, il y avait un truc sur les locales, globales, tout ça. Je te signale que celui qui est en haut à droite, c'est une hiérarchie à plat. Non, c'est un réseau social. C'est justement, j'allais dire, Jacques, les réseaux sociaux, ça le connaît, il n'y a qu'à avoir son carnet d'adresse. Par contre, Facebook et compagnie, ça c'est Big Brother.
Sur les réseaux, en fait, ce qui est clé aussi, c'est une clé d'analyse de la biodiversité qui est quand même qui est vraiment fondamentale dans cette vision de la biodiversité comme un réseau d'organismes en interaction. Et donc je crois que ça forme un tout assez intéressant sur sa pensée. Et donc avec cette problématique des interactions, je vais passer la parole à... Ah oui, j'avais une ou deux petites blagues sur les réseaux. Et du coup, je passe la parole à Manu qui va vous expliquer quelques petits trucs sur la biodiversité. Donc la biodiversité selon Jacques, on va dire. Donc Jacques, il est extrêmement préoccupé en fait par les menaces qui pèsent sur la biodiversité, ça on en a parlé toute la journée, et comme vient de le dire Flora, en fait les réseaux écologiques sont au cœur de sa conception des écosystèmes, surtout les interactions dynamiques. Résultat, c'est pour ça qu'on lui pose la question essentielle, comment maintenir l'équilibre des écosystèmes? Bah, ses moustaches, elles frisent, elles se dressent. Quoi dit-il des écosystèmes en équilibre, mis sous cloche, sans évolution? C'est bien vous les cloches, se permettrait-il peut-être d'ajouter. Non, bien au contraire, nous dirait-il. Par leurs interactions entre elles et avec l'environnement, les espèces, elles modèlent l'écosystème, ce qui fait qu'il évolue dans le temps. Il ne s'agit donc pas d'un élément figé, mais d'un système dynamique qui est issu de la coévolution entre les êtres vivants et leurs habitats. Voilà. C'était pour faire un peu rebondir Jacques sur l'équilibre. Mais par contre, une autre question très très importante qu'on peut se poser quand on travaille sur la biodiversité, c'est comment sensibiliser les hommes à la biodiversité. Donc, comment sensibiliser les hommes à la biodiversité? Il existe plein de moyens différents. On peut utiliser des parents avec leurs petits, histoire de pouvoir attendrir la population. On peut aussi utiliser des images qui nous choquent en fait, comme des conséquences d'activités humaines sur les forêts primaires, conséquences sur les lémuriens, tout ça. Enfin bon, il y a différentes manières. Après, il y a des manières un peu moins culpabilisantes, par exemple, essayer de faire de la vulgarisation scientifique, ce genre de choses. Mais Jacques, lui, il a une méthode bien à lui, en fait, pour rallier les hommes à sa cause. Les humains. En fait, c'est leur expliquer, à l'aide d'une photo bien choisie, que la biodiversité, c'est nous, c'est eux, ce sont les relations, en fait, que les hommes entretiennent avec le monde vivant. Les humains. Que pour comprendre ces relations, il faut d'abord réaliser que les hommes font partie de ce monde vivant, qui ne peuvent pas vivre sans interagir avec d'autres espèces et ce qu'elles nous offrent. Bon, pour nous, c'est une bonne excuse, en fait, de la part de Jacques pour nous convaincre grâce à un bon vin, un bon pain et un bon fromage. Mais il y a tout de même un problème. Sensibiliser à la biodiversité rendrait-il allergique? C'est la question qu'on se pose. À la lecture de ce diagramme, que j'ai trouvé une source INSEE, on observe effectivement que quand on sensibilise la femme à la biodiversité, en fait, plus on la sensibilise et plus elle propose des réactions allergiques. Par contre, c'est très très étonnant, la réaction des hommes. Eux, en fait, ils ont des réactions allergiques constantes à la biodiversité, quel que soit le degré de sensibilisation. Et Jacques dans tout ça? Jacques, en fait, ce qui déclenche systématiquement une allergie chez lui, c'est le terme de sensibilisation, justement. Mais il y en a un autre. D'ailleurs, vous avez pu le constater ces quelques dernières secondes. C'est la notion d'homme, il dirait, et les femmes dans tout ça. Donc en fait, c'était volontaire. Donc en fait, afin d'éviter de contrarier M. Weber jusqu'à la fin de la journée, on va maintenant utiliser le terme humain, qui sera un bon compromis pour rester dans cette présentation. Mais moi, Jacques, quand même, je me pose une question. Et les humains dans tout ça? Bonne question. Donc voilà, les humains, les humaines, en fait, ils viennent de trouver leur place dans la biodiversité. C'est un peu grâce à Jacques, d'ailleurs. Petit remerciement à Louis
Le petit débrouillard qui n'est pas là, mais qui nous a gentiment autorisé à utiliser ces graphismes. Donc voilà, donc là on vient de voir rapidement Jacques et la biodiversité. On a fait même un tour d'horizon bien plus large sur quelques-unes de ses passions, sur l'économie, l'intelligence artificielle, les réseaux, aussi sur les citations, sur l'humour. Et résultat, on voudrait poursuivre dans cette continuité et vous présenter Jacques rapidement. Quelque chose d'autre de Jacques, en fait, c'est Jacques et ses talents d'orateur. Juste une toute petite préparation. Donc en fait, parmi les citations de Pierre Dac qu'il adore, vous aurez compris qu'il est quand même très fan de citations, nous avons celle-ci. À l'éternelle triple question, toujours demeurée sans réponse, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Je réponds en ce qui me concerne personnellement, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Et Jacques, en fait, chez lui, là c'est le Cameroun. Vous en doutez? Alors, ouvrez un peu vos yeux et puis vos oreilles. Le premier, c'est une histoire qu'on raconte là, dans mon village. La deuxième, c'est une façon que nous, là, au Cameroun, nous avons compris de faire de la francophonie. Voici le premier. Dans la classe, là, le maître fait le cours de classification. Quand il a terminé, il dit aux élèves, maintenant, c'est vous-même qui allez donner des exemples. Alors, au premier rang, la petite fille Binetta lève la main et dit, monsieur, j'ai lu dans le livre, c'est comme ça. Mignonne à l'ombre sur la rose qui au matin avait des gloses, sa robe de groupe au soleil, etc. etc. On m'a dit, ouais, Binetta, dis-le. Je vois que tu as dit, monsieur Monsara, tu as gagné le bon point. Au fond de la classe, Amadou baille comme ça, il lève la main et il baille encore, il dit, monsieur, moi aussi, Jacques connais. Le maître dit, Amadou, si c'est pour dire encore les conneries, mieux vaut que tu lâches là-bas, tu dois. Amadou lève la main comme ça, il dit, non, monsieur. Vraiment, Jacques connais. Bon, dit seulement, dit le maître. Amadou dit, oh, c'est comme ça. L'autre jour, j'étais à la pêche aux grenouilles. Et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Le maître dit à Amadou, grenouille avec genou, est-ce que même c'est la rime? Ce n'est pas la rime, est-ce que même c'est la classification? Il dit, là-bas. Amadou dit, ah oui, monsieur, c'est vrai, chaque fois je connais. L'autre jour, j'étais à la pêche aux grenouilles et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Le maître se fâche, Amadou aussi se fâche, il dit, monsieur, est-ce que même c'est ma faute, il n'y avait pas assez de l'eau? Pour la petite anecdote, j'ai réussi à avoir ça, c'était privé, mais je me suis dit que c'était vraiment trop dommage que je n'avais que pour moi. Bien, nous venons d'entendre une histoire africaine avec la voix chantante de Jacques, mais en fait il en a bien d'autres en poche. Et peut-être avant juste de finir notre présentation, accepterait-il de nous faire par exemple celle du corbeau et du renard à la façon africaine? Au moment du cocktail. Bon, au moment des cocktails. Faut lui réclamer. On remercie au passage d'ailleurs tous ceux qui nous ont fourni les photos à leur insu de leur plein gré, on est un petit peu à les servir. Donc voilà, nous voulions simplement en fait par cette histoire et même par cette présentation en général, parler du Jacques grand orateur, en fait souligner son art du discours, des histoires, des citations, des jeux de mots, des aphorismes, et dire qu'en fait entre tradition et innovation, Jacques il nous baigne dans une culture orale qui est en perpétuelle création, et qu'un conte et une petite phrase vaut bien tout un discours si on sait se l'approprier et si on arrive à en tirer son sens. Et voilà, nous la relève, on a été vraiment bien baignés dans toutes ces histoires et ces citations, et c'est un vrai bonheur. Et ainsi, si je devais conclure, résumer Jacques en quelques phrases ou en quelques images, voici ce que je proposerais. Vous allez voir, c'est très original, ça a été cité à peu près 15 fois aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est sa devise, mais c'est aussi devenu notre devise en fait chez les petits débrouillards.
et grâce à lui. Donc, c'est pour montrer la place qu'il a chez nous. La preuve. On va conclure. Hein. C'est bien, je suis écoutée. Hein. Donc, on est atterri là, je pense. On va passer à côté, boire quelques verres. Je tenais particulièrement à remercier les personnes qui ont aidé pour l'organisation du colloque. Alors le colloque, il a un lien avec le livre, donc le livre, j'arrive, je n'ai pas oublié. Et je voudrais vraiment particulièrement remercier, alors bien sûr tout le comité d'organisation, Martine Antonin, Robert Barbeau et Marie-Christine Corré-Salem. Les deux derniers n'ont pas pu être là avec nous, mais ils étaient avec nous dans nos cœurs, dans nos pensées. Et je voudrais particulièrement remercier aussi la FRB qui nous accueille, qui a facilité ce colloque en un samedi 22 juin, lendemain de solstice d'été et de la fête de la musique. C'était pour toi, Jacques, la fête de la musique hier, je ne sais pas si tu as... Ça nous a bien fatigués. Et je voudrais remercier particulièrement également Sylvie Bénard de la direction environnement à LVMH. Vraiment un grand merci d'être venue avec nous et puis pour le soutien apporté. Ghislaine aussi, Yasso et l'association Auré et également Patricia Savard des cabinets Savard et Martinet Associés. Donc vraiment merci parce que c'est grâce à vous qu'on a pu avoir cette ambiance aussi conviviale et je sais que le travail que vous avez fait avec Jacques a été très important pour lui et pour nous tous. Je voudrais particulièrement remercier Marie-Michel Digue qui a vraiment pas ménagé ses efforts pour que tout soit possible aujourd'hui. Un grand merci. Et merci à tout le monde d'être venu et aussi à ceux qui ne sont pas là physiquement, mais j'ai des messages pour Jacques que je vous transmettrai comme le programme à la fin du colloque. Et je crois que Jacques m'avait dit un jour que la recherche, ce qui t'avait plu, c'était les défis, c'était de savoir comment bien définir sa pensée et la raconter, mais c'était les rencontres. Et je pense que c'est ce qui a vraiment marqué notre journée et tout ce voyage qui continue, c'est les rencontres. Et ces rencontres ont fait que un jour, il y a quelques années, on était, Jacques et moi, à un concert des Cowboys Fringants. C'est véridique. Qui connaît les Cowboys Fringants? Qui connaît les Cowboys Fringants? Et on était à ce concert, d'ailleurs, c'était leur super album qui s'appelle L'Expédition, qui est vraiment une merveille. Enfin, moi, c'est un des préférés. Et il y a d'ailleurs plusieurs chansons sur l'environnement, dont une sur l'économie des pêches en 3 minutes, qui est extraordinaire, qui résume le cours d'économie des pêches, c'est absolument fabuleux. Donc, Jacques et moi, on était à ce concert. À cause de qui d'ailleurs? Ah oui, à cause de Jean-Pierre Revray, c'est ça, je fais la connexion, le réseau. Donc Jean-Pierre Revray, Canada, Québec. Québec, il a un de ses étudiants, comme par hasard, il est bassiste au Cowboy Fringant. Moi, il y a des années, quand j'avais été voir d'ailleurs Jean-Pierre au Canada pour le congrès d'Ecological Economics, j'avais loué une voiture et pendant tout le trajet entre Montréal et Québec, j'allais voir des amis, j'allais écouter les Cowboys Fringants et je ne savais pas qu'un jour j'allais rencontrer personnellement un des bassistes et aller à un concert avec Jacques Weber. À l'étrange la vie quand même. Hein. Donc voilà, tout ça pourquoi? Parce que à ce concert des Cowboys Fringants, on parlait Jacques et moi, et je ne sais plus de quoi on parlait, peut-être du concert. Et puis on a dit quand même que ce serait chouette qu'un jour on réunisse tous les amis, tous les collègues, les scarabées, hein, parce qu'il y a une anecdote qu'on n'a pas racontée, mais Jacques est grand scarabée, il a été intronisé. Et donc du coup, tous ceux qu'il a attirés vers lui, de tout âge, hein, je fais attention maintenant à ce que je dis, de tout âge, on s'appelle les petits scarabées. Dieu sait ce qu'on va faire avec cette histoire, mais ça c'est pour la prochaine fois.
Et voilà, et donc on a lancé l'idée de faire un travail collectif autour d'un ouvrage. Et je dois dire que ça a été assez impressionnant, l'enthousiasme de tous et chacun qu'on a contacté. Tout de suite, d'ailleurs j'ai aussi gardé les emails, hein, je vais peut-être faire un job de gardienne de quelque chose moi. Mais j'ai tous les emails du début avec l'enthousiasme des personnes qui ont participé à cette belle aventure. Et je suis vraiment très très heureuse que cette belle aventure se concrétise aujourd'hui par ce colloque qui a été à l'image de Jacques, je crois qu'on peut le dire, hein, rigoureux, scientifique et en même temps plein d'humour, hein, surtout de ce côté-là. Et donc du coup, voilà. Et je remercie particulièrement quelqu'un également. Alors, je remercie encore Robert Barbeau et Marie-Christine Cambé-Salem, Martine Antonin qui est présente. Tous les quatre, on a réussi à piloter cet avion avec, encore une fois, des turbulences. J'arrive, Jacques. Et donc Jacques qui co-dirige ce colloque. Mais de manière discrète. Et donc, avec le comité les quatre fantastiques, c'était quoi les 4 invincibles? Je ne sais plus. Enfin bref. On a réussi, avec l'aide de tous les auteurs, que je remercie chaleureusement, parce qu'ils ont, je vous dis, un enthousiasme et un engagement qui a l'image de beaucoup de choses pourquoi on est tous réunis autour de Jacques aujourd'hui. Et voilà, ce livre qui est là entre mes mains. Et je voulais dire merci à Michel, la femme de Jacques, parce qu'elle a réussi à garder le secret, malgré un harassement, un harcèlement, mais de je ne sais pas combien de mois et d'années, y compris pour le colloque. Et non, tu ne sauras pas c'était quoi le programme d'aujourd'hui. Et non, le livre, enfin tu vas le découvrir et seulement maintenant. Tu sais quoi, Jacques, il était disponible sur Internet depuis une semaine. Pour un monsieur des réseaux, franchement. Et ce livre, il a été rendu possible. Et je voulais le dire, grâce à Kouaé et particulièrement aussi à Martine. Elle est où, Martine? Je suis là. Tu es là juste en face de moi. Elle a fait un travail remarquable en un temps record. Oui, c'est sûr que un record. Les deux, remarquable et record, ça va très bien ensemble. Et merci infiniment, vraiment, merci à notre nom, à tous et à tous les auteurs. Alors ça s'appelle Rendre possible, quelle surprise! Rendre possible Jacques Weber, itinéraire d'un économiste passe frontières. Et alors Jacques, je suis très heureuse, au nom de tous tes collègues, tes amis, toutes les personnes, de te remettre cet exemplaire. T'en auras d'autres, tu es gentil. Ah. Et donc voilà. Et juste un dernier message pour les auteurs qui viennent me voir pour le livre. Martine, je crois qu'elle a prévu quelques copies juste devant pour la vente. Il est disponible aussi sur le site Kouaé. Il sera commercialisé en librairie d'ici une petite semaine, je pense. Voilà. Et donc après, oui, c'est ça. Les auteurs viennent me voir et que les autres viennent voir Martine. Quelque chose comme ça, à peu près. Non, et après, on se retrouve tous autour d'un verre. Voilà. Et un dernier message, un grand merci pour Myriam. Oui. Je ne sais pas si j'ai pu la remercier, si elle a lieu de la remercier, parce que j'ai jamais pu lui tirer l'air du nez. Des années d'entraînement. C'est mariné. Des l'entraînement UNESCO. Je ne sais pas comment vous dire merci pour votre présence et pour ce merveilleux bouquin qui me touche énormément. Comme je le disais à mes amis, je ne crois pas que ça donne à beaucoup de gens d'avoir un tel moment dans leur vie. Alors, comment vous dire merci? Je me suis dit que le meilleur moyen de vous dire merci, c'était de vous faire un petit cadeau à manteau.
Donc je vais vous raconter le Corbeau et le Renard. Il me faut situer le contexte. Nous sommes au Cameroun, à Fumban. On ne m'a pas offert un choix. Et c'est en 1959, octobre 59, à 3 mois de l'indépendance du Cameroun. Ce contexte est très important à avoir en mémoire. Ça chauffe quand même la période pré-indépendance. Et voici qu'arrive le quart des cigarettes Bastos. Il y avait un podium au-dessus. Et donc il faisait monter les gamins des écoles et des collèges sur le toit. Ceux-ci racontaient des histoires. Et il était couvert de protège-cahiers, d'oreilles. Et il y a un élève de 3e du collège de Fumban qui grimpe et qui dit « Quant à moi, je vais vous raconter l'histoire du corbeau et du renard. » Alors c'est comme ça. Le corbeau était dans un arbre avec le bâton de bastos dans le bec. Le renard vient de tout de là et dit « Ouais, vraiment, mon Dieu, mon frère corbeau, si tu chantes bien comme tu as les jolies plumes, c'est toi le grand chef ici dans la forêt. » Le corbeau le regarde comme ça, avec tellement de mépris. Il enlève le bâton de son bec, il met là sous son aile et il tient bien ma main, et non pas que ça tombe. Et il dit le renard, comment ça mon frère renard? Est-ce que même tu me connais? Tu crois que je suis couillon comme le corbeau français? Si tu veux le bâton, tu peux payer la loi au marché 2 pour 5 ans. Imaginez un peu, 3 mois de l'indépendance. Le corbeau camerounais n'est pas aussi couillon que le corbeau français. Le délire dans le stade. Le délire absolu. Et après, pendant près d'1 an, chaque fois que quelqu'un racontait le van, celui qui avait été l'interlocuteur disait tu me crois couillon comme le corbeau français? Voilà, c'était la façon de vous dire merci.